Je m'appelle Fanny Noisette, je suis professeure en océanographie biologique à l'ISMER et je suis également à la tête de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Et mon domaine d'expertise, c'est l'écologie fonctionnelle des systèmes côtiers et en particulier les systèmes qui sont dominés par les végétaux marins, donc les algues et les prairies sous-marines. J'ai fait toutes mes études en France, à Brest et à Roscoff, des études en océanographie biologique avec une spécialité donc sur l'écologie des systèmes marins. Et après, une fois que j'ai obtenu mon doctorat qui était avec pour sujet principal l'effet de l'acidification des océans sur des végétaux et des mollusques. J'ai fait plusieurs postdoctorats, donc j'ai travaillé en Australie, en Allemagne, et j'ai fait un doctorat aussi à l'UQAR, dans l'équipe de Piero Callosi. Et puis, déjà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'UQAR, la proximité qu'il y avait entre les équipes de recherche, entre les équipes professorales et les groupes étudiants. Et quand l'opportunité s'est présentée, quand il y a eu un poste qui a ouvert à l'ISMER dans mon domaine, j'ai candidaté sur ce poste-là. Je pense que avec le système français qu'on a, c'est un système qui va très vite. On a 2 ans pour faire une maîtrise, 3 ans pour faire un doctorat. Je pense que ce qui me guidait à ce moment-là, c'était mon goût de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau des écosystèmes marins et surtout dans un contexte de changement climatique. Donc ça, c'était un peu ma ligne directrice. Mais à partir de là, je savais pas, j'avais pas vraiment d'expertise particulière où il me manquait la big picture, comme on dit. Et puis ça, je savais que je voulais travailler sur les écosystèmes côtiers, je savais que je voulais travailler plutôt sur des écosystèmes dans des milieux tempérés. Et à partir de là, mon expertise, elle s'est affinée au fur et à mesure en faisant des rencontres avec différents spécialistes. Et aussi en réfléchissant à qu'est-ce qui me motivait vraiment, qu'est-ce que j'aimais vraiment. Et puis moi j'avais l'écologie et la physiologie, l'écophysiologie comme pilier de base dans mes recherches. Et puis après ça s'est plutôt orienté vers l'écologie et l'écophysiologie végétale. Voilà. Après, c'est ça, c'est surtout des rencontres et un affinement au fur et à mesure, qu'est-ce qui m'intéressait le plus et vers où j'avais envie d'aller. D'un point de vue très, on va dire, très personnel, un petit peu mon petit, comment on dit, mon petit sujet bonbon. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est de comprendre à la micro-échelle qu'est-ce qui se passe à l'interface entre justement les feuilles des algues, enfin les thalles des algues et leur environnement, et puis comment ces végétaux, ces producteurs primaires marins, ils vont venir changer tous les paramètres physico-chimiques autour d'eux, comment ils créent des espèces de bulles. Ça, c'est vraiment mon petit sujet bonbon. Et puis, j'ai fait des études où j'ai regardé ça vraiment à l'échelle de micromètres. Et puis, c'est des résultats qui m'allument. Est-ce qu'après, ça a une pertinence sociale fulgurante? Non, ça je pense pas. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le projet recherche bonbon. Par contre, dans ce que je fais au quotidien et que je trouve vraiment qu'il y a de l'importance, c'est toutes les recherches où avec l'équipe avec qui je travaille, on inclut des sciences sociales, des sciences naturelles et qu'on arrive en fait à comprendre ou qu'on essaie de comprendre comment les systèmes socio-écologiques fonctionnent. C'est quoi un système socio-écologique? C'est les écosystèmes naturels et les sociétés humaines qui sont en interaction, comment tout ça fonctionne ensemble. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est une voie d'avenir, en fait, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité pour mieux comprendre comment les écosystèmes côtiers et communautés côtières peuvent continuer et s'adapter dans un contexte de changement climatique. La réalité du travail d'un ou d'une professeure à l'université, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine quand on est justement en train
de faire nos études pour peut-être un jour atteindre ce genre de poste. Je pense qu'on est un peu des couteaux suisses. Donc au quotidien, on va aussi bien faire de la recherche que de la supervision, que de l'enseignement, que de la communication avec les médias. Donc nos journées, en fait, on a des journées morcelées, en fait, où on a plein de tâches différentes à accomplir. Et c'est rare, en tout cas dans mon cas, que j'ai une journée à consacrer uniquement à un sujet ou à une activité. Les seuls moments où j'ai ça, en fait, c'est quand je fais du terrain. Et donc là, quand on fait du terrain, on a des blocs de temps qui sont vraiment dédiés à un objectif en particulier. Souvent, c'est de la recherche. Mais sinon, j'ai des journées très morcelées où je fais plein de choses différentes, depuis de l'administratif jusqu'à de la recherche. Alors, je suis rentrée dans Québec Océan quand j'étais chercheure postdoctorante. Donc, c'est la première fois où je suis devenue membre de Québec Océan. Et à ce moment-là, j'avais une participation comme beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Alors, j'allais aux réunions annuelles. J'ai beaucoup apprécié toute l'offre de stages, pas de stages, mais voyons, les offres de formation, les ateliers qui sont proposés par Québec Océan, les formations, ça j'ai vraiment beaucoup bénéficié de ça quand j'étais étudiante. Maintenant, depuis que j'ai rejoint QO comme co-chercheur, j'ai plusieurs implications. Donc actuellement, je suis avec Mathieu Cusson, on va dire leader du thème 2.4 sur la biodiversité des écosystèmes. Donc, on essaie de fédérer un petit peu les membres de ce thème en essayant de générer des discussions, de voir quels seraient les ateliers qui pourraient les intéresser. J'avoue que ça a été difficile avec la Covid, donc on essaie petit à petit avec Mathieu de redynamiser ce thème-là. Sinon, bien sûr, je continue à participer à toutes les réunions annuelles. J'encourage surtout mon équipe à devenir membre de Québec Océan, à participer à Québec Océan, à utiliser Québec Océan comme une extraordinaire plateforme de réseautage. Donc vraiment, je les encourage beaucoup à ça. Et dernière chose au sein de mon engagement dans Québec Océan, c'est le consortium de plongée scientifique qu'on a monté avec l'Université Laval. Et donc, on essaie de faire vivre cette structure de plongée scientifique qui nous permet d'être efficace dans nos recherches qui nécessitent cet outil-là et de l'ouvrir à un plus grand nombre et que ça soit à la fois solide, sécuritaire et pérenne. Alors, la première chose, je pense que quand on démarre dans un poste de professeur, Québec Océan, avant tout, c'est un regroupement d'experts. Donc, la première chose avec laquelle Québec Océan aide, c'est la visibilité, parce que souvent, on est invité comme principal présentateur lors d'une ou de deux réunions annuelles de Québec Océan quand tu es un nouveau chercheur. Donc, ça donne de la visibilité et c'est un regroupement d'experts, donc ça permet de faire du réseautage. Et donc, au niveau québécois, ça permet de s'ancrer dans l'écosystème de recherche québécois, de développer de nouveaux partenariats et donc des projets de recherche. Deuxièmement, Québec Océan permet aussi de financer certaines initiatives. Donc, typiquement, avec la plongée scientifique, on avait un vrai besoin qui était réel aussi bien à l'Université Laval qu'à l'UQAR, donc avec les équipes de Philippe Archambault, la Johnson, ici avec les équipes de Christian Nausé, mon équipe, on avait un vrai besoin d'être capable de fédérer les activités de plongée scientifique. Et Québec Océan, du coup, nous a suivis dans cette démarche-là et nous a soutenus aussi de manière financière pour qu'on fasse émerger cette structure et donc qui permet, moi, en tant que jeune chercheur, d'avoir la possibilité d'utiliser ces outils et de faire avancer mes recherches au Québec avec cette spécificité, cette originalité. Je pense qu'au niveau connexion, Québec Océan aide vraiment à établir plus rapidement des nouvelles collaborations et des nouveaux partenariats.
ce qui n'arriverait pas en fait si le regroupement n'existait pas. Ça existerait, mais ça serait certainement beaucoup plus long parce qu'on ne connaît pas forcément tous les gens qui travaillent en océanographie à McGill ou à l'INRS par exemple. Donc là, ça permet d'avoir un endroit où les connexions se font plus facilement, où on découvre des gens, où on découvre des sujets, et avec parfois les thématiques ou les discussions thématiques qui sont organisées par Québec Océan, ça permet aussi d'aligner nos recherches sur les priorités de recherche qui sont portées soit par le gouvernement provincial en ce moment, soit par l'intérêt de recherche, les besoins de recherche au niveau provincial et fédéral. Donc, ça permet vraiment la connexion, premièrement, une connexion facilitée, des collaborations facilitées, puis un alignement de nos recherches avec des grandes priorités. En étant maintenant directrice associée du réseau MEOPAR, donc qui est un réseau d'observation, prédiction et réponse sur les écosystèmes marins, c'est sûr que je pense que ça permettrait peut-être à Québec Océan de connecter à un niveau plus large. La vocation de Québec Océan, c'est de connecter les gens, de faire réseauter les gens au niveau provincial. Peut-être que moi, ce que je pourrais amener, c'est penser à comment on pourrait ouvrir la recherche du Québec avec d'autres régions. Je pense que ça peut être cette ouverture de Québec Océan au partenariat avec d'autres provinces, et notamment des provinces qui sont, on va dire, connectées aux mêmes zones, connectées aux zones côtières du Saint-Laurent, par exemple. Ça pourrait être un vrai atout pour les chercheurs et les chercheuses du réseau. Québec Océan est déjà en train de développer sa programmation scientifique pour l'aligner sur les grandes priorités actuelles et pour aussi l'ancrer dans la décennie des océans, avec un vrai travail de réflexion sur la résilience côtière, sur des grandes thématiques comme la pollution plastique ou l'eutrophisation. Donc je pense qu'il faut juste tous les partenaires et les chercheurs, chercheuses et étudiants et étudiantes qui font partie de ce réseau, en fait, il faut continuer sur cette réflexion de comment ancrer Québec Océan dans ces grandes thématiques et la décennie. Peut-être qu'une des avenues que Québec Océan pourrait prendre, c'est justement d'essayer peut-être d'inclure des aspects un petit peu plus sociaux sur justement les recherches qui sont faites dans le domaine marin, dans le domaine maritime. Ça commence déjà, mais peut-être pousser un petit peu plus pour qu'on ait justement des avenues de recherche qui soient un petit peu plus interdisciplinaires, intersectoriel, pour utiliser un langage très Fonds de recherche du Québec. Donc vraiment aller chercher des maillages sciences humaines, sciences sociales, sciences naturelles, mais toujours sur la thématique des océans qui est le cœur de Québec Océan. Je pense que quand on choisit ces voies-là, on aime ce qu'on fait et on fait ce qu'on aime. Et ça, c'est une très, très grande chance de pouvoir faire ça. On a en académique des métiers passion qui demandent beaucoup de temps et d'investissement, mais il ne faut pas perdre de vue que très souvent, on vit de nos passions. Donc, je pense que ce que je dirais aux générations qui débutent là-dedans, c'est garder en tête que la recherche a besoin de connaissances, mais a besoin de sens et a besoin aussi d'affect. Et que je pense que la recherche a besoin de transmission. Donc, il faut transmettre, mais quand on transmet pas que par l'éducation ou on ne transmet pas que, du moins, par l'enseignement. Il y a plein de manières de transmettre. Donc, communiquez sur ce que vous faites parce que vous avez la chance de faire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous faites. Moi, je pense que ce qui manque actuellement, on a beaucoup de connaissances sur le monde marin,
que ça soit de manière physique, chimique, géologique, biologique, on a des connaissances. Maintenant, dans le défi actuel qui est de protéger et d'avoir une certaine pérennité de ces écosystèmes-là, c'est connecter la connaissance au sens. Pourquoi on doit protéger? Pourquoi on doit maintenir un développement durable de ces systèmes-là? Et je pense qu'actuellement, peut-être le maillon manquant pour que le citoyen, la citoyenne ou la société plus largement reconnaissent ça, c'est peut-être de développer des approches différentes dans nos communications, peut-être d'aller chercher comment on inclut la culture avec la science, comment on utilise par exemple les arts ou comment on utilise, comment on maille en fait les sciences sociales et les sciences naturelles pour justement passer ce message de besoin, de nécessité de protection et de gestion des océans dans cette grosse crise climatique et sociale à laquelle on fait face. Faut pas oublier qu'il existe différentes formes de savoir. Plein, il y en a plein. Alors, quand je dis ça, on pense très rapidement au savoir autochtone, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a du savoir expérientiel, il y a plein de connaissances qui existent qu'on a parfois tendance à ne pas considérer quand on est dans les sciences naturelles faites comme elles sont faites actuellement dans notre système, dans notre écosystème scientifique. Et puis, je pense qu'il faut rester ouvert aux différentes formes de savoir et ne pas négliger l'intelligence collective et tout ce qui peut émaner de la co-construction des connaissances. Et je pense que c'est pas juste parce que c'est à la mode que je dis ça. Je pense qu'il y a une vraie valeur dans mettre dans une même pièce autour d'un même sujet des gens qui viennent de plein d'univers différents, de plein de backgrounds différents, de plein de savoirs, qui ont plein de savoirs différents, et de les faire réfléchir en commun sur des sujets pour lesquels on a envie de trouver des solutions.